je vais te faire ton signe astrologique, ton thème astrologique. Et là, tu me dis, non, mais moi, j'y crois pas. J'ai été quel signe? Capricorne, ascendant Vierge. Ah, mais les Capricornes, ascendant Vierge, ils y croient pas. Voilà, ça, c'est irréfutable. Pile, je gagne, face, tu perds. Si tu y crois, j'ai raison. Si tu y crois pas, ben, j'ai raison. Je n'y crois pas parce que je le sais. Donc ça, c'est du mentalisme. Bienvenue dans la chambre de confidence. Aujourd'hui, notre invité est quelqu'un de très curieux. Il a de multiples talents. Il a un métier curieux lui-même, mentaliste. Il est aussi youtubeur, documentariste. Il est HPI et il a encore beaucoup d'autres qualités, vous allez le voir. Salut Clément Fraise. J'ai peur de décevoir. J'en oublie, non ? Oui, mais j'ai peur de décevoir surtout. Voilà, parce que tu es adepte de la zététique, tu es youtubeur. Bref, combien tu as de métiers différents ? J'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de branches, mais c'est le même arbre. Voilà. Donc c'est assez logique en fait quand on est dedans de suivre le chemin. Beaucoup de branches et beaucoup de cordes à ton arc. Clément, on va essayer de comprendre d'où tu viens, comment tu es devenu mentaliste, parce que c'est comme ça qu'on te connaît la plupart du temps. Pourquoi tu t'es intéressé à la zététique, qui est la recherche de la vérité absolue, parce que le mentaliste, on a l'impression que c'est plutôt un menteur que quelqu'un qui est dans la vérité absolue. On va remonter pour ça ta vie. On va commencer à Aubagne en 1997. C'est l'année de ta naissance. Oui. Tu nais dans quel genre de famille, toi ? Sous le garlabin couronné de chèvres, comme disait Pagnol. Moi, disons que je nais dans une famille où il y a de l'amour, hein, comme dans toutes les familles, je pense. Mais oui, voilà, très vite, j'ai pour habitude de dire, c'est pas la famille... quand on est gosse, qu'on voit dans les feuilletons sur M6 de séries télé, Clicheton, avec la dinde sur la table. Voilà, on est à l'opposé des familles séries télé. On est très loin de la famille traditionnelle. Et au début, c'est pas trop un souci. Quand on grandit, on s'en aperçoit assez vite. C'est-à-dire, il y a des manques dans cette famille ? Il y a de la dysfonction. Ouais. Voilà, c'est quelque chose d'assez dysfonctionnel. Et ça, je m'en aperçois assez rapidement. Ouais. Quel genre de dysfonction ? C'est un peu... En fait, et puis l'émission s'appelle Confidence, j'aurais dû m'en douter. Oui, c'est pas l'habitude de paraître en interview. Qui vont être posées. Ouais. Disons que, pour te donner un ordre d'idée, j'ai commencé à emprunter, quand on allait à la bibliothèque avec la classe, quand j'avais 7-8 ans, je m'intéressais à des bouquins de psycho. Ma naissance de mon amour pour le cerveau vient de là, entre autres pour tenter de comprendre ce qui se passait dans ma famille, ce qui n'était pas normal. Et dans la tête de tes parents. Voilà. On va pas aller plus loin. Pas de souci. Mais il y a quelqu'un dont tu es beaucoup plus proche dans ta famille, c'est ta grand-mère. Oui, bien sûr. Oui. Et ta grand-mère, c'est une artiste. C'est un peu d'elle que te vient la fibre artistique. Elle a fait les beaux-arts, absolument. Elle est peintre. C'est l'archétype de la grand-mère provençale qui était toujours derrière les casseroles et qui encore aujourd'hui m'appelle pour « Mais tu manges bien en ce moment, c'est sûr de toi ?» Elle m'appelle, je lui sors la réplique des tontons flingueurs, c'est qu'elle me dit souvent « Là, tu pars en tournée à Lille, j'ai vu, tu veux que je te tricote une écharpe, enfin, couvre-toi bien ?» Et je lui réponds « Et pourquoi pas de la quinine à un passe-montagne, enfin, on croirait vraiment que je pars au Tibet. » Et réplique de Ventura. Elle est plutôt bienveillante avec bienveillante. toi. Et puis elle était vendeuse de santons, donc elle m'apprend à peindre, elle me donne le goût pour la musique classique, etc. Ouais. Quand tu es tout petit, on va te détecter surdoué. Mais quand je dis tout petit, c'est tout petit. À l'âge de 2 ans, il paraît que tu sais lire et écrire. C'est vrai ? Et calculer. À 2 ans ? Ouais. Enfin, 2 ans, 2 ans et demi. C'est même compliqué de le justifier parce que la mémoire humaine, chez l'homo sapiens, ne vient pas avant 3 ans. Donc je n'ai aucun souvenir de moi ne sachant pas lire. Et en fait, mon père était informaticien et il m'avait bricolé il en avait un PC à la maison assez robuste et tout ça, et il téléchargeait toujours plein de jeux, de trucs et tout, et il m'avait téléchargé des jeux éducatifs. Ouais. Donc contrairement à d'autres enfants, moi j'ai pas eu de portiques qui font poète-poète avec des roulettes et des trucs dans les mains, mais j'ai compté, j'ai appris avec Mimi la petite souris, sur Lapin Malin, je vous parle d'un temps. Ça, c'était quoi, des logiciels Des logiciels, Ubisoft à l'époque, voilà. Et c'était des logiciels destinés au CE1, CE2, mais j'avais ça dans les mains quand j'étais j'avais 2 ans, entre 2 ans et demi. T'étais même pas encore en maternelle. Tu dis que tu as appris à compter et à lire devant la télé, parce que ta mère, elle était adepte de cette émission qui est la plus ancienne, enfin qui était la plus ancienne du PAF, les chiffres et les lettres. Ça, je comprends toujours pas pourquoi
ils l'ont retiré de l'antenne. Mais bon, tu sauras mieux que moi, je pense. Mais en tout cas, ça a appris à lire, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, quand tu écoutes les interviews de Bertrand Renard, tout ça, à beaucoup de gens. Ouais. Et en fait, moi, j'avais un jeu, parce que je voyais ma mère jouer aux chiffres et lettres, mais quand on est gosse, on ne sait pas jouer aux chiffres et lettres. Et je crois, ça j'en ai des souvenirs encore, mais je crois que quand on est gosse, on demande l'affection de ses parents et qu'un moyen de l'obtenir assez facilement, en tout cas intuitivement, c'est en faisant des choses avec eux dont on pense qu'on pense qu'ils aiment. Et en fait, il y avait une latence entre le moment où la lettre apparaissait sur l'écran et le moment où Ariel Boulin-Prat, à l'antenne, annonçait F, P, Q, T. Et donc, moi, mon jeu, c'était, au moment où j'identifiais la lettre, de dire le nom plus vite que l'animatrice. Wow. Voilà. Et j'avais 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je crois. Et ça m'a, je crois, appris l'alphabet. Après, ma mère a joué avec moi avec l'alphabet en mousse que j'avais dans la chambre. Et je crois que très, très tôt, et la lecture est venue comme ça. Tu as réussi à déchiffrer donc, très jeune. Donc à 2 ans, tu lisais, avec sans doute aussi les chiffres et les lettres, en plus de Mimi la petite souris, tu as appris à compter. Et donc quand tu arrives en première année de maternelle à 3 ans, on va carrément décider, au bout de quelques semaines d'école, de te faire passer un test de QI. C'est les profs qui se disent, alors, lui, il est décalé, il n'est pas comme les autres. Oui, je crois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, ce qui est certain, c'est que j'avais absolument pas du tout les mêmes passe-temps que les autres enfants. Et je me souviens d'un jour où il y avait un temps de quartier libre dans la classe. Et donc, je sais plus, je pars dans mon coin, parce que j'avais dû... Je sais pas, c'était une question de... Je ne me souviens plus très bien, mais c'était il y a 25 ans. Mais je me souviens que je prends un bouquin et je me mets dans un coin. Et c'était un bouquin avec... en fait, le bouquin m'attirait parce qu'il y avait de la fourrure sur la couverture, un bouquin pour enfants, là, avec une queue de renard qui dépassait. Ouais. Et je lis ça et en fait, je me souviens surtout des yeux de la prof qui s'appelait Hélène, et je me souviens de son prénom, qui m'avait regardé et j'avais l'impression d'avoir fait une énorme connerie. Et en fait, elle a contacté mes parents et elle a dit « Mais j'ai vu votre enfant lire, enfin, votre enfant sait lire ». Et donc, il m'appelle, je fais la démonstration. Alors, mes parents, qui étaient terrorisés, on est appelé le premier jour, enfin, au bout de 2-3 semaines, pour pas grand-chose. Et ils arrivent, et votre enfant sert ? Ben oui, j'étais leur premier pour eux. Oui, peut-être, ouais. Et la prof dit, mais c'est pas normal à cet âge-là. Et voilà, et je fais une démonstration de lecture, et à partir de là, j'ai eu des espèces de cours un peu à part, où on m'a appris très tôt à écrire mon prénom, à faire des choses comme ça. Moi, je reviens sur le test de QI. Qu'est-ce qu'il a révélé, ce test de QI, à 3 ans ? À 3 ans. QI largement au-dessus de la normale, déjà à cet âge. Oui, 147 étant gosse. Au-dessus de 140, c'est HPI. Et que c'était selon le modèle du VAX3, donc c'était un vrai test, quoi, d'après ce que j'ai retrouvé... En enquêtant sur moi-même. Ouais. HPI, ça veut dire que tu comprends tout plus vite, tout va beaucoup plus vite dans ta tête. Qu'est-ce que c'est exactement à vivre ? La problématique, c'est que je découvre ça étant jeune, et puis après, moi, d'autres parcours. Et puis, aujourd'hui, j'ai refait un test de QI il n'y a pas si longtemps, et qui a tapé 158 sur échelle Wechsler, qui est plafonné à 160 avec le dernier Weiss, qui est donc le test pour adultes, cette fois-ci. Et là où c'est intéressant, c'est que, pour moi, 95% des HPI ne sont pas diagnostiqués. Ouais. C'est des gens normaux, ils sont juste intelligents. Lui, c'est une tronche, lui, il est intelligent. Pourquoi on a cette espèce de capacité de automatiquement HPI, trouble psychique ? Parce que généralement, quand on le découvre, c'est qu'on fait des tests. Et quand on fait des tests, c'est qu'à côté, il y a quelque chose qui cloche. Ce qui était mon cas, parce que je suis TDAH, entre autres, et plein d'autres sigles qui n'intéresseront personne. TDAH, trouble de l'attention et de l'hyperactivité, j'en ai plein. Voilà, trouble de l'humeur, parce que tu es bipolaire. Je suis bipolaire également. Et on verra tout à l'heure que tu en parles beaucoup aujourd'hui. Oui, je n'ai pas de tabou là-dessus, bien sûr. Ouais. Et donc, mais en tout cas, voilà, ce qu'a révélé le test, c'est qu'il y avait une manière de fonctionner qui n'était pas commune. Et c'est vrai que je suis le cliché de tous ces enfants qu'on n'arrive pas à intéresser à l'école et qui lisaient le tableau en travers une fois par jour et qui avaient 13 au contrôle. Voilà. Donc je suis passé comme ça. Très intelligent. Tu devais un peu t'ennuyer à l'école, mais juste avant de parler de l'élève que tu étais, dans la vie de tous les jours, HPI, ça te sert à quoi ? Tu as des exemples ? Est-ce que... Sur des problématiques qui vont être logiques et qui vont être... décisionnel, j'ai une capacité... c'est très dur de parler de soi, de pas me vanter ou quoi, mais j'ai la sensation autour de moi, y compris auprès de potes qui sont très, très intelligents, que je comprends tout 10 secondes avant eux.
Ça se sent quand je communique avec les gens. Les gens pensent souvent que je suis un trop bavard ou que je coupe ou machin. Mais des fois, les mecs font des phrases comme ça. Moi, là, j'ai compris la fin de la phrase. Et donc, j'ai un truc très, très Louis de Funès, en fait, quand j'écoute, je fais... Tu dirais C'est que c'est pénible. quoi? C'est un plus ou c'est handicapant? Ben, c'est autant handicapant que ce que c'est un plus. Après, le consensus scientifique, à le vivre en tout cas, mais voilà, le consensus scientifique aujourd'hui, c'est que c'est la douance, quelle qu'elle soit, est forcément du plus. S'il y a du moins, c'est qu'il y a d'autres choses à côté. Et on en parlait, TDAH, etc. Voilà. Alors, on va s'intéresser à l'élève. Tu t'ennuyais, tu disais que je suis cliché des gamins dits surdoués. Ça veut dire que tu avais quand même des bonnes notes ou au contraire, tu n'arrivais pas à t'intéresser, donc tu décrochais? Je m'intéressais pas du tout. J'avais des bonnes notes sur les matières qui me plaisaient. Donc, ça pouvait avoir... Alors, par exemple, en physique-chimie, j'avais 18 parce que j'adorais ça. Ouais. Et puis, je passais à un truc où je m'en foutais. Et en plus, je le montrais que je m'en foutais. C'est ça qui est terrible. C'est ça. Tu dis, je faisais même pas les toi que les profs te considéraient comme un élève arrogant, mais sympathique. Comment t'arrivais à la fois à être arrogant et sympathique avec tes profs? Tu les énervais, mais tu te les mettais dans la poche quand même. C'est une remarque que j'ai eue un jour sur mon bulletin. Je sais plus de qui elle est, mais je sais plus pour quelle matière, mais je me rappelle arrogant, mais élève très arrogant, mais sympathique. Et j'avais trouvé ça très, très drôle, en fait, parce que je trouvais ça me faisait rire. Mais oui, en fait, parce que j'étais pas le cancre au fond de la classe qui s'endormait dans un sweat à capuche et qui parlait mal aux profs. J'étais au premier rang, je faisais le con, je faisais rire beaucoup. J'ai appris par la suite qu'il y a des profs même qui, à la fin de l'année, avaient dit à d'autres... on est s'entraîner des oreilles, machin, des bruits de couloir. Heureusement que Fraise était là cette année, parce que dans ma classe, on se faisait chier. Voilà. Alors que j'avais 5 de moyenne dans sa matière. Mais voilà, les profs qui nous regarderont se reconnaîtront. Et ils ont tous des élèves comme ça. Ouais. À l'école, tu t'ennuies un peu. Par contre, très vite, il y a quelque chose qui va te plaire, c'est le théâtre. Ouais. Ça, tu vas découvrir à peu près à l'âge de 6 ans. Et c'est devant, tu as un souvenir très précis, devant Louis de Funès. C'était quel film? L'Avare. L'Avare de Molière, et qui, donc, quand De Funès joue l'Avare, montre-moi tes mains, non les autres, etc. Et j'ai le souvenir de cette scène en particulier. Et je sais que mes parents ne sont pas parfaits, mais ils ont été parfaitement attentifs durant ma vie. Et ma mère avait vu que j'étais assez fan du film, donc elle m'avait sorti un bouquin de l'Avare, qui datait probablement de ses études, ou de celles de mon père, je ne sais pas, mais qu'ils avaient à la maison. Et donc je lisais le texte devant la pièce, voilà, et comprenant vraiment que j'avais le truc pour ça, sur VHS à l'époque. Et donc, voilà, comprenant que j'avais le truc pour ça, ils m'ont inscrit dans une asso qui faisait du théâtre. Là, tu avais quel âge? 6 ans? 6 ans. Ouais. Donc 6 ans, tu étais le plus jeune du cours de théâtre, j'imagine, non? Ouais, après c'était pour enfants, donc on devait 6, 7, 8 ans, mais j'étais le plus jeune. Ok, donc là tu commences à t'intéresser au théâtre. Quand est-ce que tu vas bifurquer vers la magie et l'humour aussi? Parce que aujourd'hui, tu as ce personnage de mentaliste qui est quelqu'un qui n'hésite pas à faire des bons mots et qui rit parfois avec de l'humour à froid, mais qui rit beaucoup sur scène. Oui. Alors tout est venu par... j'avais vu un one-man show. J'ai vu 2 one-man shows. J'ai eu un one-man show plus tard, c'était Gad Elmaleh, l'autre c'est moi, mais le premier one-man show, c'est celui de Patrick Bosso, Les Talons devant, qui m'avait vraiment inspiré, parce qu'il parlait comme les amis de mon père, quoi. Donc le côté... je sais pas s'il n'y a pas un truc de proximité avec la région, mais il y avait un côté... si ce mec-là, il est marseillais, et il a fait du théâtre sur Paris, et il est seul sur scène, et les gens le payent, et il raconte sa vie, et il est drôle, mais je veux faire ce métier-là. Enfin, c'est évident. C'est l'évidence même. Et donc, Patrick Bosso, il y a eu aussi Kaamelott, parce que tu es un fan absolu. Tout ça, c'est à la même période. D'ailleurs, Kaamelott est arrivé à l'antenne, j'avais 7 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans Kaamelott? Alexandre Astier, notamment? L'écriture, on parlait tout à l'heure de Tonton Flingueur, l'écriture pour moi, elle est comparable à celle d'Audiard. L'écriture d'Astier est folle. La capacité de faire quelque chose qui est très anglo-saxon, on ne fait pas ça en France, c'est de faire des comédies au genre sérieux. En France, quand les gens sont drôles, ils sont drôles. C'est des gags, c'est des machins. Dans Kaamelott, il y a un truc où il y a une tension dramatique, et pourtant, le dialogue suffit à la comédie, sans qu'on montre que ce soit des gens drôles ou des gars drôles. La magie et le mentalisme, ça va venir aussi dans cette période-là? Ouais, alors 7-8 ans. La magie à 6-7 ans, avec des coffrets de Sylvain Mirouf et une collection de DVD, et puis
qui a évolué au rythme des anniversaires. Et puis, j'ai décroché ça. Mais pendant 10 ans, je m'en suis plus préoccupé, jusqu'à découvrir que le mentalisme, ça puisait pas mal dans la magie. Et donc, quand je dis aujourd'hui que je suis rentré dans le monde du mentalisme par le mentalisme et pas par la magie, c'est un peu faux. J'avais quand même des bases de cartes et des tours de cartes et tout ça. Mais je m'en suis désintéressé. C'est quoi justement le mentalisme par rapport à la magie ? Le mentalisme, ça va utiliser des biais qui sont beaucoup plus théâtraux, justement. C'est-à-dire que un mec qui ne sait pas bien faire, qui ne sait pas bien jouer la comédie, avec un bon tour de magie, clé en main, si j'ose dire, il peut quand même provoquer une illusion, une stupeur. Ça peut être quelque chose qui est bien contenu. Donc c'est beaucoup plus de travail de technique aussi dans les doigts, etc. Le mentalisme, c'est un travail de crédibilité, un travail qui est beaucoup plus théâtral, un travail beaucoup plus scénaristique, pour que les gens ne s'aperçoivent pas les temps d'avance psychologiques qu'on peut avoir sur eux. Des fois, je commence la divination du truc, je sais déjà ce à quoi la personne pense depuis 20 minutes. Mais le tour réside au fait que pendant 20 minutes, il ne s'en soit pas aperçu que je le sache. Voilà, des trucs. Et comment ? C'est en lui posant des questions juste avant ? Ça, je dirais pas. Mais il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes sur le non-verbal et sur la déduction et sur tout ça. C'est très minoritaire. Il y a des choses qui existent, c'est vrai, en mentalisme, mais c'est beaucoup plus minoritaire que ça. C'est-à-dire que tu fais une lecture du visage, par exemple ? Non, j'ai vu des mais par vidéos contre... là-dessus. C'est vrai ? Alors, on arrive à savoir ce que quelqu'un pense juste en regardant les mimiques du visage ? On peut avoir des fuites émotionnelles sur le visage. Ça existe. On ne peut pas nécessairement mettre ça en association avec les pensées des gens. C'est-à-dire que ça se trouve, ils pensent à autre chose. Et l'idée que je puisse deviner tout sur une personne, et surtout en fonction de ce que je vais lui dire, la manière dont elle va réagir, va me guider sur sa pensée, etc., c'est très sexy, et c'est pour ça que les mentalistes en abusent, mais c'est pas du tout la réalité. Non. C'est quoi la réalité, alors ? La réalité, tu ne l'auras pas. Alors sur un plateau, dans un lit, sur la Lune, tu ne l'auras pas. Bon, c'est ça aussi la base du métier, c'est le secret. Oui. On se donne les secrets entre soi comme des magiciens. Puis la patience, absolument. Et du coup, si les gens veulent apprendre, il y a des bouquins de mentalisme. Mais même la patience. Moi, fut un temps, alors de moins en moins parce que les gens paient par sans contact aujourd'hui. Mais fut un temps, quand j'étais au lycée, tout le monde payait la tournée à tour de rôle. Et donc, du coup, il payait. Moi, je regardais discrètement le code de carte bleue. Et dans mon téléphone, j'avais une note avec Hugo 2.8724, Ronan 2.7245, et je les avais tous. Et donc, ce qui faisait que des mois plus tard, tu veux... Attends, écoute, passe-moi ta carte, passe-moi, ne bouge pas. Regarde-moi dans les yeux, et je venais d'aller aux toilettes voir le code et me le rappeler. Voilà, le secret d'un bon tour, des fois, c'est 6 semaines entre 2 paiements. C'est ça, c'est de l'observation digérée, quoi. Voilà, et c'est là où il n'y a pas de magie, quoi. Là, pour le coup, typiquement, il y a zéro magie. Donc, théâtralité, mise en scène, patience et espièglerie. Je pense que c'est ça en mentalisme. L'anecdote que j'aimerais que tu me racontes, c'est la première fois que tu vois Mesmer à la télé. Le lendemain, tu vas au lycée et tu vas reproduire le tour. Mais c'est très approximatif. Tu m'expliques ça ? Mais oui, parce que moi, je connaissais déjà un petit peu le mentalisme et tout. Je savais à peu près ce que c'était. Mais la première fois que je vois de l'hypnose, je devais avoir 14-15 ans. Et c'était chez Arthur, donc c'était avec Mesmer. Et je vois ce gars, ce Canadien, faire des trucs bizarres. Ça marche pas, c'est pas possible, c'est pas vrai. J'y crois pas, je suis très sceptique. Je vais sur Internet, je le vois faire les mêmes choses sur Internet, etc. Et donc... C'était quoi le genre de tour ? Les doigts qui collent, etc. Puis après, la personne dort, ou en tout cas fait semblant de s'endormir, je pensais. Et il a des complices. Bon. Et je regarde beaucoup chaque mouvement, chaque phrase qu'il dit, et je me dis... réflexion scientifique, si moi je fais la même chose que lui avec les mêmes mots et les mêmes gestes, ça fait le même effet. Bon, j'apprendrai bien plus tard que non. Le travail social du personnage en fait beaucoup. Le fait que ce soit une star, etc. Bref, le lendemain, je vais au lycée et j'essaie sur tout le monde. Et moi, je vais essayer. Et ça ne marche pas 11 fois. Et la 12e fois, ça fonctionne sur une amie à moi qui s'appelle Léa, que j'embrasse, qui est toujours mon amie. Et sommeil, enfin dormir, je vais lui dire, parce que je devais plagier Mesmer, donc je vais lui dire dormir. Je lui tire le bras. Et ça part vraiment sur un état où je voyais ses yeux bouger, tout comme ce que Mesmer décrivait, et où lorsque j'arrive à lui faire réveiller je lui dis maintenant vous oubliez votre prénom, elle ne pouvait plus dire son prénom. Et donc là je dis bon c'est génial, on a bien joué, et maintenant la question que je me pose, et il y a plein d'hypnotiseurs qui vont
s'apercevoir de ce que je dis, c'est comment je la réveille. Parce que... T'avais pas le truc. Non, parce que j'ai décomposé tous les mouvements de Mesmer pour endormir, et pour réveiller, aucun. Donc j'ai dû baragouiner un truc de... Et maintenant, une belle énergie qui s'empare de vous, et vous remontez à la conscience. J'ai dû reprendre un peu ces mots. On claque les doigts, elle ouvre les yeux, et je fais... Voilà, ça, mais c'est un vrai truc. On poursuit un objectif, puis on a un truc. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà. L'histoire de ma vie, ça. Ça veut dire qu'on peut hacker le cerveau humain comme on hack un ordinateur ça, c'est possible pour toi ou est-ce qu'il y a des proies plus faciles que d'autres? Parce que tu me disais, sur 11, ça marche pas, et la 12e, ça marche. Ben, le problème, alors ça là, ce serait très long à expliquer, et c'est pas le lieu, mais disons que l'hypnosuggestibilité dépend de la personne, des attentes et des croyances qu'elle a envers l'hypnose. Donc si elle la confiance... Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah mais moi, avec Mesmer sur scène, ça n'a pas marché. Avec vous, ça marche. » Je dis « Oui, mais peut-être parce que Mesmer, ils sont 1400 et que vous n'avez peut-être pas envie de faire la poule devant 1400 personnes, alors que là, on n'est que tous les quatre. Vous me connaissez pas, ça se passe bien, voilà. » Et il y a des gens, au contraire, ils vont dire « Non, Mesmer, c'est une star de la télé, on fait confiance, alors que Clément, on ne sait pas qui c'est, ce jeune à barbe, là. » L'âge aussi impose beaucoup en hypnose. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et le cerveau, je dirais pas qu'il est hackable, j'aime pas cette métaphore, je l'emploie moi-même des fois, parce que c'est plus simple, mais le cerveau, c'est vraiment pas un ordinateur, ou alors si, mais il faudrait 10 000 claviers, et on n'a pas 10 000 mains. Ouais. Voilà, donc c'est pas possible. 18 ans, tu passes le bac, et là tu décides, alors contre l'avis de ta famille, d'arrêter les études, de prendre une année sabbatique pour faire ton premier spectacle de mentalisme. Ça ressemblait à quoi? C'était déjà abouti? Oh, j'ai des images que vous ne verrez jamais. J'ai acheté un ranch. Et justement, nous les avons. Regarde. Non, Oh, tu me fais peur. Oula, Hardisson sort de ce corps. Non, mais j'ai un ranch que j'ai acheté au Venezuela, pas très loin de ceux des anciens nazis, pour fuir là-bas, le jour où ces images ressortiront, tellement j'en ai honte. Tellement j'en ai honte. Mais non, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins abouti qu'aujourd'hui, évidemment. Mais mine de rien, tous les tenants de ce qui me fait aujourd'hui, ils sont. C'est-à-dire reproduire la médiumnité, parler paranormal, parler de recherche de la vérité avec un petit V, si tant est qu'il existe une telle chose, et puis intuition, logique, psychologie. Tout ça était déjà dedans, c'était déjà dans les tuyaux. Ouais. Contre l'avis de tes parents, ils voulaient pas que tu arrêtes les études. Ta grand-mère surtout. Ouais, ma grand-mère aurait adoré que je rentre à la poste. Ouais. Aurait adoré que je rentre à la poste, que je sois syndiqué, que j'ai un CDI jusqu'à 90 ans. Et les congés payés, non mais c'est pas, voilà, c'était vraiment pas ma vie, mais elle s'en fait toujours pour moi. Ouais. Mais ça veut dire qu'à un moment, tu as dû mettre les voiles. Honnêtement, le mentalisme dans la vie de tous les jours, dans un commerce, dans un restaurant, ça peut aider quand justement on court après les fins de mois difficiles. Pour voler des seaux de peinture de 5 kilos à Leroy Merlin sous la gueule de la caissière. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai en plus, mais c'est des seaux de peinture qui sont comme ça, que je posais sur parce qu'il n'y a pas de tapis roulant, c'était un truc posé. Puis j'ouvre le cabas devant, et elle sort les articles un par un, elle les remet dedans, elle les scanne, et j'ai fait ça à dessin avec le cabas, la caissière était petite, j'avais pris la plus petite des caissières que j'avais trouvée dans un truc, elle les remet, elle dit la carte du magasin, oui bien sûr, le code, oui bien sûr. Donc en plus, il y avait un côté où je prenais mon temps. Parce que si on se fait choper, faut pas montrer qu'on est en fuite. Si on se fait choper, on dit ah ben oui, mais bien sûr. Complètement oublié. Donc je prends le cabas, on prend le seau, j'étais avec mon pote et on s'en va. Et mon pote est mort de rire sur tout le parking. On arrive dans le coffre, donc c'était quand même un seau assez cher en plus de peinture. Et il dit t'imagines la taille du truc. Il fait un sourire et il passe comme ça, et la caissière, elle est... Il n'y avait qu'avec toi que ça marche, ça. Et ma pote ne le croit pas à ce moment-là, donc on lui montre le ticket, elle fait « Non, mais tu vas me le refaire devant les yeux ». Et 3 jours plus tard, on retourne dans le même Leroy Merlin, c'est pas la même caissière, je refais la même chose, et on se barre avec le seau de peinture. Voilà, donc je suis désolé, si les Muliez écoutent cette vidéo. Voilà, tu tirais le diable par la queue, mais oui, on imagine mais que... je repeins tout mon appart à l'œil. Voilà. Ouais, que si on utilise le mentalisme à d'autres fins, on peut berner énormément de monde. Là, ça, plus c'est gros, plus ça passe. Visiblement, c'est comme de l'illusion. Détournement d'attention, cécité au changement, tous ces biais-là, ils sont utilisés par... Moi, j'ai une fascination pour les mécanismes d'imposture, pour ça. Parce que des fois, je me dis, comment...
comment ça se passe et comment c'est. Par exemple, les mecs qui ont volé les chèques du Trésor public, ils ont rajouté IT pour faire Trésor publicité. Ça c'est connu comme voilà, ils ont créé une boîte, ils ont encaissé tous les chèques. Ça c'est de l'ordre du mentalisme pour moi. Ça c'est ce genre de créativité là. Et derrière, en plus de falsifier avec la même encre, à peu près, la même écriture, les chèques un par un, ça, pour moi, c'est artistique, quoi. On est dans le truc du faussaire, de Arsène Lupin, quoi. Voilà. Ça, pour moi, des mentalistes auraient pu faire ça. Il y a une forme de beauté dans le geste, Ah ouais. même si, évidemment, Non, mais bien évidemment, ça reste illicite complètement. Mais la beauté dans le geste, et c'est celle-là c'est celle que j'essaie de reproduire sur scène, en tout cas. Tu parles d'imposture. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle Les plus grandes impostures. Les maîtres de l'imposture. Voilà, 15 impostures à travers le monde. Pour toi, c'est quoi la plus belle, la plus grosse imposture que tu décris dans ce bouquin? Dans ce bouquin, c'est dur, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais ouais, si j'en avais une, c'est celle qui a fait, c'est Micha De Fonseca qui avait écrit Survivre avec les loups, qui s'appelle pas du tout Micha, qui s'appelle Monique, et qui n'a pas du tout eu la vie qu'elle a eue. Et en plus, quand on se renseigne encore une fois sur sa vie à elle, son père était collabo, c'était compliqué, etc. Et elle a eu cette espèce de truc. Mais ce qui est dingue, c'est que donc il y a eu le livre, succès mondial, best-seller mondial. Il y a eu le film, succès mondial, ça émeut toute une génération. Enquête, on s'aperçoit que tout ça est faux. Et en plus, moi, ce que j'aime, c'est que c'est une femme. Je crois que d'ailleurs, c'est peut-être la seule femme du bouquin. Non, il doit y en avoir une autre, mais c'est plutôt des hommes, les imposteurs. C'est la seule femme. Et on s'aperçoit de l'erreur médiatique après, alors que le livre... mais je me dis, elle a eu un biopic, quoi, de son vivant, ce qui est quand même incroyable. Enfin, arriver à être un personnage public avec un biopic qui, du coup, est une fiction de son vivant, très peu peuvent Enfin, j'ai pas d'autres exemples dans le monde, hein, ça doit exister, mais j'ai pas d'autres exemples dans le monde, quoi. Donc ça, pour toi, c'est une imposture, comme tu disais tout à l'heure. C'est fascinant. C'est une œuvre d'art, quoi. Ouais, ça, oui. Ouais. C'est de l'art contemporain pour moi. Ouais. Donc du coup, je comprends qu'on puisse avoir du mal à le concevoir comme ça, mais c'est... Alors, tu parles d'imposture, tu parles de mystification aussi. Voilà, dans la vie réelle, ça t'a aidé parfois à t'acheter un pot de peinture quand tu n'avais pas forcément les moyens. J'ai honte. Tu savais comme j'ai honte. Et aujourd'hui, tu fais en sorte que le grand public, avec ta chaîne YouTube, ne se fasse pas avoir, justement. Ouais. Tu es ce qu'on appelle un adepte de la zététique. Ouais. Tu nous rappelles ce que c'est la zététique ? Oui, d'ailleurs, tu as parlé de vérité absolue, ça me fait rire, parce que c'est vrai que c'est présenté... Enfin, moi, on me l'avait présenté comme ça au début, et puis très vite, j'ai compris que la vérité absolue, même en science, c'est une valeur toute relative. Mais c'est l'art du doute, en fait, ou comment douter de ce qu'on nous apporte, et comment bien douter. Parce que mal douter, ça s'appelle le complotisme. Et donc, il y a une espèce de notion le doute méthodique et scientifique, pas la suspicion permanente, dogmatique, mais voilà, un doute méthodique, rationnel, et en fait c'est l'utilisation de la méthode scientifique aux faits de tous les jours, et notamment les faits paranormaux. Ouais. Alors aujourd'hui, tu as une chaîne depuis 8 ans, 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, chaîne Clément Fraise, pour ceux qui ne la connaissent pas, et on retrouve dedans des documentaires où justement tu essaies d'expliquer, en tout cas tu expliques comment certaines personnes sont des mystificateurs, comment certaines personnes fabriquent des fake news. Parmi les bangers, il y a par exemple ce documentaire Bruno le médium. Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ce documentaire ? Qui c'est Bruno ? Bruno Charvet, c'est un médium, effectivement, voilà, qui se dit médium. Et j'avais pris lui à l'époque, c'est vraiment arbitraire, parce que du coup, il est devenu un personnage, et tout le monde me parle de lui tout le temps, mais c'est vraiment arbitraire, le pauvre. C'était le plus médiatisé à cette époque-là, et sa chaîne YouTube était en pleine ascension. Et on le voyait faire des trucs avec un petit peu le tout Paris. Et donc, on imaginait qu'une chaîne allait lui confier une émission de télé. Enfin, j'avais 2-3 hypothèses comme ça de gens qui voulaient faire des choses avec lui. Et donc, j'ai vu ce truc-là très, très américain d'un médium français avec des gens dans le public, tout. Je me dit, il faut quand même que je montre ce qu'il fait réellement. Et c'est un collègue qui s'appelle Victor qui m'a contacté, qui m'avait vu sur une autre vidéo, qui m'avait dit, mais... il faut que tu parles de ce mec-là. Moi, en tout cas, j'ai envie d'en parler. Et moi, j'étais en mode, parlons-en, parce que c'était mon cas aussi. Et j'avais envie de parler de médiumnité, en tout cas. Et donc, il fait, en fait, dans la rue, il caste des gens, puis il va les voir dans la rue. Il ne les connaît pas, mais bon, la prod les rassemble. Et
et il leur dit des noms de défunts, des causes de la mort, des messages que les morts auraient à donner aux vivants. Et là où c'est amusant, c'est que j'arrive à faire ça sans aucun pouvoir. Et donc en fait, j'ai décomposé sur ce documentaire toutes les techniques, quasiment, qu'il utilisait pour des reformulations, des exagérations a posteriori, etc. Voilà, donc il reprend à son compte des mots prononcés par des personnes qui disent « j'ai eu un message » ou « vous avez reçu un message d'un défunt ». Alors, quid de ces personnes qui disent « les mots qu'il m'a dit », il ne peut pas les avoir inventés, c'est vraiment une phrase que me disait la personne qui est aujourd'hui décédée, et je pense vraiment que c'est un message. Alors déjà, ce qui est très amusant, c'est que déjà, il y a la différence entre ce dont la personne se souvient et ce qui s'est réellement passé, vu que la mémoire est reconstructiviste. Donc, chacun de nos souvenirs n'est qu'une reconnexion de pièces de puzzle entre les neurones. Donc, fatalement, il y a des erreurs. Ça, c'est une évidence. Même sur un souvenir qui date même du début de l'émission, il y a des trucs que si tu me dis, tu m'as dit ça, je vais te dire oui alors que non, parce que tu sais ça sur moi. Bon. Et en fait, déjà, c'est la première chose. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont en réalité très très banales. Par exemple, si je dis il y a une grande blessure dans votre enfance, la personne va dire oui, mais c'est pas psychologique. Si la personne dit oui, c'est ce que j'ai dit. Si la personne dit non, j'ai dit que c'était pas psychologique. Donc ça a une double sens à une phrase interrogative. Et à la fin, si jamais je sais que c'est physique, j'ai dit mais vous avez été hospitalisé pour cette grosse blessure, parce que j'ai dit grosse blessure. Et en fait, à la fin, si le mec il a chuté à vélo, il te dira il a vu que j'avais chuté à vélo. C'est pas ce qui s'est passé. Il t'a posé des questions vagues, en technique d'entonnoir, en fait, jusqu'à... Donc ça devient de plus... Voilà, et avec mille et une circonvolutions de langage. Donc c'est très rare que les gens donnent des mots précis. Au moment du Covid, tu as aussi fait un documentaire qui s'appelle Fake Up, en 3 volets. C'est une trilogie, hein, ce documentaire. Là aussi, vu à plusieurs millions de fois par les internautes. C'était quoi l'idée de départ de Fake Up ? Plusieurs milliers, hein, pour Fake Up. On est en centaines de milliers. Ouais. Fake Up, c'était quand j'ai vu autour de moi que des gens tombaient dans le complotisme Covid, et à chaque fois ils avaient derrière un argumentaire politique. C'est-à-dire, c'est ouais, parce que Macron ceci ou parce que Macron cela. Et j'ai dit, mais attends, c'est Macron qui vient chez toi te vacciner, de quoi on parle ? Le fait que Macron fasse une bonne ou une mauvaise politique n'a aucun rapport avec le contenu de la fiole. Il faut arrêter les bêtises. Les mecs qui font 30 ans d'études de plus que nous pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous, fous-nous la paix. Et en fait, du coup, je me suis dit, c'est pas, voilà. Et donc, comme je savais qu'un film qui s'appelait Hold Up sortait, j'ai dit, on va faire Fake Up. Donc en fait, on va prendre tous les arguments du film, on va les débunker un par un. Et on s'aperçoit que très rapidement, la démystification, elle n'est pas longue à faire, quoi. Alors, comment tu fais ? Tu vas chercher des chiffres, des analyses. Ouais. Quand les gens te disent, moi, suite à un vaccin, j'ai développé une maladie, ou en tout cas, j'avais pas de problème de cœur, j'ai des problèmes de cœur. C'est toujours très... Comment on peut être sûr que ça ne vient pas du vaccin ? Parce que... Ouais, c'est toujours très problématique de dire à quelqu'un qui a souffert, quelle que soit la souffrance, non, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que la personne a souffert. Mais d'une manière générale, parce que moi j'entends de mon grand-père, il est mort d'un AVC 15 jours après le vaccin, puis l'autre d'une crise cardiaque 2 minutes après, puis l'autre d'une gastro. Pour toi, c'est uniquement du hasard vu les analyses que tu as vues. Tu prends les chiffres d'AVC, tu prends les chiffres de cancer, tu prends tous les chiffres de toutes les maladies mortelles sur 2019, donc avant la vaccination, et sur 2022, donc 1 an après la vaccination, c'est les mêmes. Et quand il y a des légères hausses, notamment sur les cancers, on sait les expliquer. La malbouffe est une raison, le réchauffement climatique en est une autre, il y a plein de raisons. Mais il y a des choses qui sont explicables par les scientifiques. Mais, je veux dire, les effets secondaires du vaccin, dès le début, on les avait annoncés dans les descriptifs, c'est que les gens se renseignent mal, mais moi, quand je me suis vacciné, je savais qu'il y avait des risques de myocardite. Mais je savais aussi que si je chopais la Covid, il y avait 2% de plus de risque de myocardite qu'avec le vaccin.
2%, c'est négligeable. C'est tellement négligeable, mais c'est 0,3% pour le vaccin. Donc et du coup, la personne qui a chopé une myocardite, et la plupart du temps... Moi, je fais partie des 2%. Bah oui, ça. Donc ça devient un effet collatéral quand même du vaccin. Pour le coup, là, scientifiquement, on peut le prouver. Il y a des biais de corrélation, de causalité dans tous les sens. C'est comme quand on nous dit, regardez la Suède, ils n'ont pas confiné, ils n'ont que 130 morts. Nous, la France, on a confiné, on a 1500 morts, ou je sais pas, à peu près. Sauf que dans le même temps... Et oui, c'est pas le même endroit de l'Europe, surtout. Et que dans le même temps, la Norvège, qui avait confiné, avait 2 morts. Pas 130. Donc en fait, il faut regarder où le virus touche l'Europe et qui est à côté de qui. Voilà, et c'est des trucs comme ça. Et on est clafoué de mauvaise gestion des chiffres en permanence. Voilà, les réseaux sociaux, nid de complot aussi, et c'est ce que tu essaies de montrer notamment dans Fake Up, ce qui veut dire que tu te fais aussi des ennemis, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû t'écrire, même en te menaçant de mort. Hein. Je sais que tu as eu ce genre de menaces. Oui, même à domicile. J'ai eu dans ma boîte aux lettres, sans qu'il y ait de timbre. Donc c'était pas posté, c'était déposé délicatement dans ma boîte aux lettres. J'ai une lettre qui est... Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête déjà dans un premier temps, et est-ce que ça te fait reculer ou... Moi, je pars du principe que toute menace de mort proférée n'est pas exécutée. Et que si un jour j'ai envie de buter quelqu'un, je vais pas le prévenir. Donc voilà. John Lennon, on l'a pas prévenu. Bon, mais moi, on me prévient. On verra. Mais ouais, mais il y a rien à faire face à ça. J'allais faire quoi? J'allais porter le truc à la police. C'est pas les experts, hein, ils vont pas prendre les empreintes et pas dans ça. Donc voilà. Et qu'est-ce que c'est ton but quand tu fais ce genre de documentaire? Parce que tu en vis, ou c'est vraiment le spectacle qui te fait vivre? Alors actuellement, c'est kiff-kiff. Le spectacle est un petit peu au ralenti en ce moment parce qu'on prépare la nouvelle tournée. Il y a une plateforme qui s'appelle Tipeee, qui est du financement participatif. C'est un autre modèle. Je vais être obligé, je commence déjà à faire du sponsoring sur ma chaîne YouTube parce que j'ai envie de faire de plus gros projets et donc il me faut de la trésorerie pour financer les projets. Mais c'est vrai que j'avais un problème à dire aux gens, je vais vous guider pour vous aider à vous défendre en termes d'hygiène mentale, etc. Mais juste avant, regardez cette pub et achetez ma merde. Voilà, j'avais du mal avec ça. Donc c'est compliqué. Et il y a une plateforme qui est une plateforme française, je les embrasse, parce que c'est des gens bien, avec qui je suis en contact, qui s'appelle Tipeee, et qui est une plateforme qui permet ce financement alternatif, où, de la manière un peu du type, quelqu'un qui veut soutenir peut mettre 1 euro, 2 euros par mois, ce qui fait que, avec des petits grains de sable, on fait des lunes. Et quand on a 100 000 abonnés, pas dire que je touche 200 000 balles par mois, faut pas déconner, mais voilà, il y a des abonnonnés fidèles qui mettent 3 euros, et pour eux, c'est comme un petit prélèvement mensuel. Mais c'est ce qui te permet de faire vivre cette chaîne avec tous ces reportages et ces documentaires. C'est ce qui me permet aujourd'hui de manger depuis plusieurs années. Oui. Voilà, reportages et documentaires qui aiguisent l'esprit critique des internautes. Et je veux en venir à un festival que tu as créé aussi, le festival de l'esprit critique. Ça se passe à côté de Toulouse chaque année depuis 2021. Oui. Alors tu as contribué à le mettre en place. Co-créé. C'est quoi ce festival de l'esprit critique? C'est vraiment Willy Lafranc. Mais c'est vrai que je le connaissais. Et un jour, il me parle d'un projet de festival, pourquoi pas. Et il me dit, à ton avis, est-ce que tes copains youtubeurs, etc. Je dis oui. Et j'ai téléphoné à tout le monde et on a constitué le machin. Mais c'est vrai que voilà, c'était une volonté commune, mais c'est lui qui est le brillant organisateur depuis 5 ans. Et en fait, c'est un festival qui généralement se termine par des spectacles dont j'ai l'honneur d'avoir la charge. Des spectacles de quoi? Mais ça s'ouvre, il n'y a pas que moi, il y a de plus en plus d'artistes. Cette année, il y avait 5-6 artistes à la Logan, c'était fantastique. Ça peut être de la magie, ça peut être du mentalisme, comment réfléchir, ça peut être des one-man shows sur l'esprit critique. Alors, justement... Il y a un super spectacle sur Freud cette année, il y a eu plein de choses. Ouais. Comment on fait pour affûter son esprit critique? Et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, avec effectivement toutes les sources d'informations qu'on a, et de désinformation aussi. Justement, aux rencontres de l'esprit critique, aux règles de Toulouse, il y a des ateliers avec des cours et ce genre de choses. Et l'idée, c'est qu'il y a des très bons bouquins qui existent. L'idée, c'est d'identifier, avant tout, pour moi, l'étape numéro 1, c'est notre non-fiabilité, en tout cas, notre faillibilité. C'est-à-dire que nous sommes faillibles, notre raisonnement est faillible, on a des illusions d'optique, ça tout le monde le sait, on peut voir des murs bouger alors qu'ils ne bougent pas. Donc ça veut dire qu'un organe, l'œil, peut être défaillant. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais dès que c'est le cerveau,
Les gens, non, moi je suis sûr de ce que je te dis, je suis sûr de ce que je te raconte. Personne. Comment on fait pour ne pas être clivé, par exemple, en disant non, c'est mon groupe de pensée, ma communauté qui a raison par rapport à l'autre? C'est quoi le secret, la clé, quelques conseils simples? Là, tu touches au totem de l'esprit, c'est le biais de confirmation. Pourquoi les gens de droite lisent des journaux de droite? Pourquoi les gens de gauche lisent des journaux de gauche? En toute logique, on reste c'est dans sa pensée, en fait. Les arguments de droite, ils les connaissent. Donc, allons chercher dans les arguments de gauche, il y a des trucs qui peuvent me convaincre, ou si ce n'est pas le cas. Et inversement. Et ben non, les gens qui votent pour un tel veulent voir un tel à la télé, les gens qui votent pour les autres veulent voir les autres à la télé. Et c'est tout. C'est le biais de confirmation. On va d'abord chercher ce qui nous rassure, ce qu'on connaît déjà, ce qu'on veut avoir de réconfortant cognitivement. Le cerveau fait ça en permanence. Mais je pense que c'est même un mécanisme évolutif. Hein. Je pense que ça date des cavernes, ça. Ouais. Donc, mais pour lutter contre ça, il faut juste, quand on est de droite, aller lire ce qui se passe. Si c'était aussi simple. Et prendre du recul sur toutes les informations qui pourraient confirmer ma pensée. En gros, c'est ça les conseils. Prendre du recul sur soi, prendre du recul sur... et se dire qu'effectivement... les blouses blanches, c'est pas que pour le décor, les diplômes non plus, et que les gens savent un petit peu ce qu'ils font dans les hôpitaux. Donc, moi, je vais pas à l'hôpital, surtout pas. Parce qu'ils me balancent des anecdotes de trucs, mais qui sont des trucs qui arrivent dans les hôpitaux, mais une fois tous les 2000 ans. Ouais, c'est-à-dire que le fait exceptionnel devient une généralité. Ça, c'est un credo en zététique, c'est de dire que un témoignage n'est pas une preuve, et que 100 000 témoignages non plus. Bon, pire, c'est juste un indice qu'il y a 100 000 témoignages. Une preuve irréfutable? Eh ben, une preuve, déjà, elle doit être réfutable. C'est le principe une preuve doit être réfutable? Eh ben oui, parce que si elle est irréfutable, c'est une croyance. C'est-à-dire que si jamais je dis, je vais te faire ton signe astrologique, ton thème astrologique, et là tu me dis, non mais moi j'y crois pas. J'ai été quel signe? Capricorne, ascendant Vierge. Ah mais les Capricornes, ascendant Vierge, ils y croient pas. Voilà, ça c'est irréfutable. Pile je gagne, face tu perds. Si tu y crois, j'ai raison. Si tu y crois pas, ben j'ai raison. Je n'y crois pas parce que je le sais. Donc ça, c'est du mentalisme. Voilà. Et en mentalisme, on a beaucoup d'irréfutables. Ouais. Ça, c'est irréfutable. Une preuve, justement, elle doit pouvoir être... Mais comment on cherche une bonne preuve? La qualité de sa source, la qualité... est-ce que c'est effectivement une étude scientifique ou pas? Surtout pour des faits qui sont... Alors, on parlait de la médecine, donc d'où vient la source de la source, souvent aussi, et puis est-ce que c'est un article isolé publié dans une revue prédatrice du fin fond de l'Inde qui parle yoga, ou est-ce que c'est une méta-analyse de plusieurs études qui viennent d'un laboratoire de neurosciences qui parlent de yoga? Ça va pas être la même qualité de l'étude scientifique. Souvent, quand on lit dans les journaux sensationnalistes, une étude scientifique a dit récemment que, la gueule de l'étude, quoi, c'est des trucs... 3 auteurs inconnus au bataillon, une revue prédatrice du fin fond de je sais pas où. On a plus que 7 minutes. Tu sais ce qu'on va faire? On va parler d'un sujet qui te tient à cœur depuis très longtemps, depuis l'enfance. C'est la psychologie, parce que ton prochain bouquin s'intitulera Comment bien choisir son psy, c'est ça? Oui. Bien choisir son psy, c'est quoi l'idée? C'est de parler de toi aussi, parce que des psys, t'en as vu depuis que tu es petit. Non, j'en ai pas vu beaucoup. Non. Si, tu en vois régulièrement, là. J'ai les mêmes. Ouais. Depuis des années. Je les ai vus beaucoup de fois, mais j'ai les mêmes. J'ai une psychiatre fantastique, une femme formidable sous tous les aspects, et une psychologue absolument infréquentable. Mais les deux, je les embrasse, et les deux se reconnaîtront et riront. Pourquoi tu vois des psys, toi? Moi, effectivement, parce que je suis bipolaire et que j'ai derrière ça une infinité de complications et de l'autre côté, TDAH, etc. Et on a la sensation comme ça que ce sont des termes un peu à la mode. Il n'y a rien qui est à la mode. Dont un qui fait un peu plus peur que l'autre, parce que TDAH, maintenant on entend beaucoup d'enfants qui sont troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Par contre, bipolaire, c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, non, pas du tout. Ça veut juste dire que je suis des fois très joyeux, au sens où je vois pas la connerie ou le danger, je suis euphorique, et ça veut dire des fois que je chiale jusqu'à avoir des pensées très noires et jusqu'à l'irréparable. Et que ça fluctue plus ou moins rapidement, pour un oui et pour un non, en fonction des stimuli extérieurs. Et ça ressemble aussi au trouble borderline, c'est un peu plus complexe. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y a rien de... moi, quand j'entends... parce que j'ai lu récemment que les bipolaires qui n'étaient pas enfermés étaient dangereux pour la société. Voilà.
Je ne sais Voilà. pas du tout de quoi il parle. Juste pour terminer, tu as parlé de pensées noires tout à l'heure. Tu pouvais avoir même des pensées suicidaires. Aujourd'hui, avec ton traitement, ça n'existe plus. C'est complètement stabilisé. Ça existera toujours. Ça existera toujours. Parce que c'est comme si je disais quelqu'un en fauteuil peut marcher. Non, il peut rouler. Mais du coup, il peut se déplacer. Alors que sans, c'est chaud. Et en tout cas, pas de la même manière. Bon, ben voilà, faut le voir comme ça. Je connais un peu le monde de l'handicap. Je connais un peu le monde de la maladie psychique. Je suis pas du tout le plus à plaindre. Ouais. Je suis même le dernier à plaindre sur cette terre. Parce Donc que tout va très bien. Suivre et Oui, et en plus, tu as un traitement qui fonctionne. j'ai la chance. Très Mais oui, bien. les traitements, faut pas en avoir peur, ils fonctionnent très bien. Et la plupart des gens, les traitements psy, ils ont automatiquement antidépresseurs, anxiolytiques, comme s'il n'y avait que ça qui existait. D'ailleurs, la plupart ne savent pas faire la différence entre les deux. Mais il n'y a pas que ça qui existe. Il y a une infinité de molécules qui existent pour tous les usages. Et je me demande même d'ailleurs si c'est la spécialité de la médecine, la psychiatrie, où il n'y a pas le plus de molécules qui existent pour le même organe. Et donc dans tous les cas, voilà, c'est juste pour dire que les gens doivent avoir confiance en la psychiatrie sans problème. Alors, on va terminer sur une dernière idée que tu as eue et qui, pour le coup, me fait un peu flipper parce qu'on est sur, justement, à mon avis, quelque chose d'assez suicidaire. Ça s'appelle le crash test. C'est un tour, en gros, c'est une roulette russe avec des voitures qui te foncent dessus. Et tu peux nous expliquer d'où est venue cette idée et comment tu vas mettre ça en œuvre sans accident? J'étais avec une très bonne amie à moi, et on regardait des trucs, et puis on est tombé sur la roulette russe de Darren Brown en 2000. Ça date de beaucoup plus. Alors, Darren Brown, c'est un mentaliste qui t'a beaucoup inspiré. Darren Brown, c'est un mentaliste britannique qui m'a beaucoup inspiré et qui, en 2003, a joué à la roulette russe, lui avec une vraie arme à feu, en direct à la télévision britannique. Ok. Avec de vraies balles à l'intérieur. Une seule vraie balle à l'intérieur, et il a deviné où elle était et il a gagné. Record d'audience historique pour la chaîne, etc. Enfin, un truc qui, voilà. En 2003, c'est pas la même télé qu'aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Et en 2023, moi j'avais déjà l'idée de faire une cascade un peu de mentalisme depuis des années, avec des voitures. Et en 2023, j'ai dit, c'est les 20 ans de la roulette russe. Il faudrait qu'on fasse un truc, quoi, pour rendre hommage à Darren Brown le même jour et tout. On va faire un truc avec les. On n'a pas pu le faire pour des problématiques de production, mais je n'ai pas abandonné l'idée et on le fera un jour. Et l'idée, c'est tout simplement d'avoir 6 portes géantes, comme des portes de garage en balsa, papier, ouais. Voilà, en balsa, et sur une piste, et 5 voitures qui partent sur 5 des 6 portes, en laissant une intacte. Mon objectif, être derrière la bonne. Voilà. Ok. Et il y a une part de risque ou c'est complètement pas possible comme un magicien, un illusionniste? Il y a évidemment une part de risque. Il y a une part de risque. Il y a évidemment une part de risque. Est-ce que je suis suicidaire? La réponse est non. Voilà, donc n'en faites pas pour ça. Comment tu peux savoir je que ne le suis plus les pilotes de la voiture, le pilote de la voiture ne va pas aller derrière la porte où tu seras toi? Comment peux-tu savoir qu'ils vont se mettre là où ils le veulent dans leur esprit? Voilà. Tu vas travailler sur eux avant, sur les pilotes? L'émission durera 55 minutes, il va y avoir des tests, et puis à la fin, il y aura le tour final. J'espère vraiment arriver à bout de ce projet et le faire, parce que ça me plairait énormément. Est-ce que c'est pas un peu les réseaux sociaux qui poussent à faire des choses toujours plus spectaculaires, voire un peu suicidaires, excuse-moi? Avec tout son cynisme, mon médecin traitant, qui est également un très bon ami, qui a quand même prêté le serment d'Hippocrate et tout ça, m'a dit « Mec, c'est une excellente idée !» si tu meurs pas, t'es dans la légende. Si tu meurs, t'es dans la légende. Voilà. Bravo. Donc bravo. Très cynique. Voilà, je l'embrasse. J'embrasse François, bien sûr, que j'aime très fort. Mais oui, c'est ça. Mais par contre, la course je pense, et mes abonnés m'en sont témoins, que si j'étais vraiment dans la course au buzz, je ne ferais pas le YouTube que je fais aujourd'hui. Parce que le YouTube que je fais, il a 10 ans de retard. C'est des formats, d'émissions qui durent plus de 15 minutes. C'est de la vulga. Sur des sujets assez de niche, il faut quand même aimer le truc, et de temps en temps je sors une vidéo plus marrante que les autres. Si je voulais et faire le YouTube game, comme les gens disent, c'est-à-dire vraiment partir à la chasse aux trophées, aux abonnés, au pognon et à la célébrité, je ne pratiquerai pas cette manière-là d'être sur YouTube. Pour être franc, mon besoin de reconnaissance et de validation aujourd'hui avec ce que j'ai,
100 000 abonnés et juste en vivre décemment et hautement satisfait. Bon, en tout cas, merci de nous avoir raconté ton parcours. On rappelle que si on veut aller voir ta chaîne YouTube, c'est Clément Fraise, tout simplement Freze. Ton spectacle, c'est La Séance. On trouvera aussi sur tes réseaux sociaux, Clément Fraise, les dates de La Séance, qui est ce spectacle de mentalisme où tu expliques l'histoire du mentalisme et des médiums. Ouais. Et des médiums et comment ils ont abusé quand même des générations entières. Mais c'est fait avec beaucoup d'humour sur scène, La Séance. Nous, on va terminer avec les questions de la table de chevet, Clément. Oui. Les voici pour toi. Ta chambre, c'est plutôt rangé au cordeau ou joyeux bordel ? Alors, dans ma chambre, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a un lit, une armoire, mais je suis TDAH, donc en fait, c'est vraiment... Donc en fait, c'est l'appartement est clean, on pourrait manger par terre, et je ne vais pas faire le ménage pendant 3-4 semaines, jusqu'à un joyeux bordel, et je refais clean au corps. D'accord, donc j'arrive pas à maintenir... sont des vagues de bordel et de zen. Et en plus, je suis super maniaque, mais j'arrive pas à maintenir, en étant super maniaque, cette espèce de propreté. Mais c'est très propre quand même. J'ai la réponse, mais je te la pose quand même, la question. Tu es du genre couche-tard ou lève-tôt ? Il y a un moment donné où couche-tard, c'est lève-tôt. Je suis du genre nuit blanche. Ouais. C'est vrai que je me couche rarement à 4h du mat. Quand je suis à 4h du mat, c'est allez, nuit blanche, ce qu'il ne faut pas faire. Mais surtout chez moi. Surtout vu les affections que j'ai. Mais par contre, je suis beaucoup plus du genre couche-tard que lève-tôt. Un rituel avant de te coucher, un bouquin, un dernier coup d'œil à ton téléphone ? Non. Autre rituel ? Ça dépend. Ouais, ça dépend. Non, quand je suis en découverte de nouvelles personnes, leur parler, souvent. J'aime bien parler aux gens tard. Et au téléphone ? La protection de la voie lactée, comme une couverture, en fait, délivre les pensées la nuit. On se livre plus la nuit, et donc j'aime bien avoir les gens sur WhatsApp la nuit. Ouais. En parlant de couverture, tu es le premier invité qui m'a demandé est-ce que je peux me glisser dans le lit ? Je me suis foutu au Pajot, moi, j'étais sur le point de D'ailleurs, tu vas partir, je vais dormir après. Le matin au réveil, tu es plutôt tendance bonne humeur ou ours ricoré ? Ah non, c'est ne pas me parler avant, mon jus d'orange, donc c'est vraiment l'ours ricoré. On va terminer avec la question que je pose à tous les invités ici, c'est l'anecdote gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant. J'ai usé de manière extrêmement gênante du mentalisme, puisque j'ai été, et ça peu de gens le savent, et je crois que c'est la première fois que je le dis publiquement chez toi. Je comptais me réapproprier ça dans un spectacle avant que ça sorte, mais du coup, si tu le sais tant mieux, j'ai été faux médium. Tu as trompé les gens. Voilà, peu de personnes, des personnes qui sont tout au courant, des personnes qui ne sont pas du tout dans le manque aujourd'hui, puisque c'était des personnes qui sont issues de la bourgeoisie, Cannes, Nice, Menton, etc., qui vivaient dans de très jolies maisons. Mais le deuil est partout. J'ai rencontré une personne qui après m'a présenté d'autres personnes par hasard sur un bateau un jour. Et j'aimais bien bouffer à une période et j'ai rebouché pas mal de dettes avec ça. Et quand après j'ai commencé à me faire connaître comme mentaliste, ça a commencé à être... Et il y a quelqu'un qui est venu m'interroger. Et donc j'en ai profité pour recontacter tous les gens. Et les réactions très bizarres étaient toutes dans la compréhension. Quand j'ai explosé les choses, parce que c'est contente que je dévoile le truc. Merci beaucoup, Clément, pour ta franchise, déjà, et puis de nous avoir raconté ce parcours d'un petit garçon au QI largement au-dessus de la moyenne, qu'on a détecté à l'âge de 3 ans en maternelle. Sans imposture, pour une fois. Chez moi. Et qui a fait un très beau bout de chemin depuis. Allez sur les réseaux de Clément pour en savoir plus sur son actualité. Clément Fraise, Freze. Merci beaucoup, Clément. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec d'autres confidences sur France.tv et sur YouTube. Merci encore, Clément. Salut.